Imaginez que vous ayez construit une machine à voyager dans le temps. Pas la belle boîte en bois de H.G. Wells, pas la DeLorean chromée de Robert Zemeckis, mais une vraie machine, fonctionnelle, alimentée par les lois de la physique elle-même. Vous vous y installez, vous entrez les coordonnées d'une date passée, vous appuyez sur le bouton. La machine vibre, l'air autour de vous ondule comme la surface d'un lac perturbé, et vous disparaissez. Vous revenez 20 ans en arrière. Vous sortez de la machine, vous respirez cet air qui vous semble familier, vous voyez ce monde que vous avez connu autrefois. Et là, vous vous dites « Parfait, maintenant, je vais tout changer ». Mais voici ce que personne ne vous a dit. Ce voyage ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Ce n'est pas un retour, ce n'est pas une correction. C'est une chute dans un abîme à sens unique dont vous ne sortirez jamais. Parce que deux des lois les plus fondamentales de la physique, l'une découverte au XIXe siècle dans des chaudières à vapeur, l'autre née dans les équations du XXe siècle au cœur de la mécanique quantique, se liguent contre vous pour faire de votre voyage un emprisonnement éternel. Le passé n'existe plus, vous ne pouvez pas y retourner, parce que ce à quoi vous revenez n'est pas votre passé. C'est une nouvelle branche de la réalité, une prison quantique construite de toutes pièces au moment même où vous appuyez sur ce bouton. Et une fois que vous y êtes, aucune force dans l'univers ne peut vous ramener là où vous étiez. Voilà ce que nous explorons aujourd'hui. L'histoire vraie, physique, implacable, de pourquoi le passé est verrouillé pour toujours, et de ce qui attend réellement quiconque oserait croire qu'il peut remonter le cours du temps. Si vous voulez plonger plus loin dans les mystères de la physique et de l'univers, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur cette vidéo. Ça nous aide énormément à continuer. Commençons par une question que tout le monde pense comprendre, mais que presque personne ne comprend vraiment. Qu'est-ce que le temps ? Nous avons l'intuition que le temps coule, qu'il avance, qu'il passe. Nous disons que le temps s'écoule comme un fleuve, du passé vers le futur. Mais si vous posez cette question à un physicien, il va immédiatement vous embarrasser. Parce que les lois fondamentales de la physique, celles qui gouvernent les électrons, les photons, les quarks et toutes les particules élémentaires, sont parfaitement symétriques dans le temps. Autrement dit, si vous filmiez une interaction entre deux particules et que vous passiez ce film à l'envers, les lois de la physique ne verraient aucun problème. La scène inversée serait tout aussi valide que la scène normale. À l'échelle microscopique, le passé et le futur sont strictement équivalents. Et pourtant, nous savons tous, avec une certitude absolue, que si vous cassez un œuf sur le sol, il ne va pas spontanément se reconstituer. Que si vous laissez tomber un verre, il ne va pas se reformer sur la table. Que si vous versez du lait dans votre café, les deux liquides ne vont pas se séparer d'eux-mêmes pour revenir dans leurs récipients respectifs. Le temps que nous vivons, le temps de notre expérience quotidienne, va clairement dans une direction. Quelque chose se passe entre le niveau microscopique et le niveau macroscopique. Quelque chose impose cette direction, cette flèche du temps que le physicien Arthur Eddington a identifiée pour la première fois en 1927. Ce quelque chose a un nom, l'entropie. L'entropie est l'un des concepts les plus profonds et les plus mal compris de toute la physique. On dit souvent qu'elle mesure le désordre d'un système. Et c'est une bonne première approximation, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Pour vraiment comprendre ce qu'est l'entropie, nous avons besoin de faire un détour par l'Autriche du 19e siècle, et de rencontrer un homme qui a passé sa vie à se battre contre l'incompréhension, qui a finalement eu raison de tout le monde, et qui n'a malheureusement pas vécu assez longtemps pour le savoir. Ludwig Boltzmann était un physicien viennois, grand, barbu, portant des lunettes rondes, passionné de philosophie autant que de mathématiques. Au milieu du 19e siècle, il s'attaque à une question qui semblait presque philosophique. Pourquoi le temps va-t-il dans une direction ? Pourquoi un gaz qui s'échappe d'une bouteille ne retourne-t-il pas spontanément à l'intérieur ? Pourquoi un appartement laissé à lui-même devient-il progressivement désordonné et non l'inverse ? Sa réponse était aussi simple qu'elle était révolutionnaire. C'est une question de probabilité. Imaginez que vous ayez une boîte divisée en deux compartiments et que vous y placiez quelques billes. Si vous n'avez que 2 billes, il y a une chance sur 4 que les 2 se trouvent dans le compartiment de gauche. C'est un arrangement ordonné. Mais si vous avez 100 billes, les chances que toutes les 100 se trouvent dans le compartiment de gauche au même moment deviennent si infimes qu'elles sont pratiquement nulles. Et si vous avez non pas 100 billes, mais des millions de milliards de molécules d'air, les chances qu'elles se retrouvent toutes d'un même côté deviennent tellement improbables que même si l'univers recommençait depuis le début chaque seconde depuis le Big Bang, cela ne se produirait jamais. Boltzmann comprend que l'entropie, c'est exactement ça. C'est la mesure du nombre de façons dont un système peut être arrangé tout en paraissant identique à l'observateur. Un gaz uniformément réparti dans une pièce correspond à un nombre astronomique d'arrangements possibles. Un gaz concentré dans un coin correspond à très peu d'arrangements possibles.
et la nature ne favorise personne. Tous les arrangements sont également probables au niveau microscopique. Mais il y a infiniment plus d'arrangements désordonnés qu'ordonnés. Donc un système laissé à lui-même va presque toujours évoluer vers plus de désordre. Non pas parce que la nature le veut, mais parce que les états désordonnés sont infiniment plus nombreux que les états ordonnés. C'est ce que Boltzmann formule dans ce qui est aujourd'hui son équation la plus célèbre, gravée sur sa tombe à Vienne. La beauté de cette formule est qu'elle relie le monde microscopique des particules au monde macroscopique que nous observons. L'entropie d'un système est proportionnelle au logarithme du nombre d'états microscopiques qui correspondent à son état macroscopique. Plus il y a de façons d'arranger les particules tout en gardant le même aspect général, plus l'entropie est haute. Et c'est là que tout bascule. Parce que cette formule nous dit quelque chose d'absolument fondamental sur le temps. Le temps que nous vivons, la direction dans laquelle nous percevons le temps s'écouler, c'est simplement la direction dans laquelle l'entropie augmente. Rien de plus, rien de moins. L'univers évolue toujours vers les états les plus probables. Et les états les plus probables sont toujours ceux à haute entropie. La flèche du temps. Cette sensation que nous avons que le futur est différent du passé, que les choses ne se déroulent que dans un sens, n'est pas une propriété fondamentale de la physique. C'est une propriété statistique de la matière à grande échelle. Mais attendez, si l'entropie est une loi statistique, peut-elle être violée ? Techniquement, oui. Statistiquement. Un verre cassé pourrait se reconstituer si toutes ces molécules se déplaçaient simultanément dans les bonnes directions. C'est possible. Mais la probabilité que cela se produise est tellement infime qu'elle est à toute fin pratique nulle. Le physicien Brian Pippard l'a exprimé d'une manière mémorable. Il n'y a aucune justification pour affirmer que le deuxième principe de la thermodynamique est seulement statistiquement vrai, au sens où des violations microscopiques se produiraient constamment. Aucune violation de quelque importance ne s'est jamais produite. Et voilà où nous en arrivons au cœur de notre question. Si l'entropie ne fait qu'augmenter, si le temps s'écoule vers les états de plus en plus désordonnés, alors remonter le temps signifierait remonter vers des états de moins en moins probables, vers des états d'ordre croissant. Ce serait aller à contre-courant de la loi la plus universelle que nous connaissions. Ce serait faire en sorte que l'entropie diminue. Or, cela n'arrive pas. Pas spontanément, pas sans y mettre une quantité astronomique d'énergie. Et même si vous y mettiez cette énergie elle-même produirait de l'entropie ailleurs, augmentant l'entropie totale de l'univers. Vous ne feriez que déplacer le problème. Mais soyons précis, car la question du voyage dans le temps ne se réduit pas à l'entropie seule. Il y a une autre dimension du problème, et elle est encore plus troublante. Pour la saisir, nous devons d'abord comprendre pourquoi le passé semble si solide, si immuable, si réel, tandis que le futur semble ouvert, indéterminé, plein de possibilités. Voici un fait que les physiciens ont mis du temps à digérer. L'idée que le passé est irréversible ne vient pas seulement de la thermodynamique. Elle vient d'une asymétrie encore plus profonde qui concerne ce que nous appelons les informations sur le passé. Tout autour de vous, en ce moment, il y a des traces du passé. Les photons qui ont voyagé depuis une étoile et qui frappent vos yeux sont une trace du passé de cette étoile. Les fossiles sont des traces du passé de la vie sur Terre. Votre mémoire est une trace de vos expériences passées. Les archives, les photographies, les cicatrices sur votre peau, le lit d'une rivière creusée par des millénaires d'eau, la lumière d'une galaxie lointaine, tout cela est de l'information encodée dans l'état présent de la matière, information qui pointe vers le passé. Et c'est précisément là où réside la symétrie. Le passé laisse des traces dans le présent. C'est parce que les processus irréversibles encodent de l'information dans les états de haute entropie. Quand un verre se casse, les positions des fragments encodent quelque chose sur la façon dont il est tombé. Quand un bûcher brûle, les cendres encodent quelque chose sur le bois qui existait avant. Ces traces du passé s'accumulent, se propagent, se copient en d'innombrables exemplaires dans l'environnement. Et c'est justement pour ça que le passé ne peut pas être changé. Pas parce que nous n'avons pas de machine assez puissante, mais parce que le passé n'est pas une chose qui existe quelque part dans l'univers, attendant patiemment d'être revisité. Le passé est une configuration de la matière qui n'existe plus. Ce qui existe maintenant, c'est ses traces, ses empreintes dans le présent à haute entropie. Pour retourner dans le passé, il ne suffirait pas de déplacer votre corps. Il faudrait recréer exactement chaque configuration de chaque particule dans tout l'univers observable, c'est-à-dire un état d'entropie infiniment plus faible que l'état actuel. Et ça, l'entropie ne le permettra jamais. Mais alors, vous vous demandez peut-être, si ce n'est pas possible, pourquoi des physiciens sérieux en parlent-ils encore ? Pourquoi des hommes comme Kip Thorne, prix Nobel de physique, ont-ils consacré des années à étudier les mécanismes théoriques du voyage dans le temps ?
Pourquoi la relativité générale d'Einstein permet-elle, dans certaines configurations exotiques de l'espace-temps, ce qu'on appelle des courbes temporelles fermées, c'est-à-dire des chemins dans l'espace-temps qui bouclent sur eux-mêmes et reviennent au même point? La réponse est que le voyage dans le temps n'est pas interdit par la relativité générale, c'est interdit par autre chose. Et pour le comprendre, nous devons d'abord explorer les paradoxes classiques qui ont torturé les physiciens pendant des décennies, avant de voir comment la physique quantique les résout, ou plutôt, comment elle les rend encore plus étranges. Parce qu'il y a une manière dont le voyage dans le temps pourrait théoriquement fonctionner, et cette manière mène directement à l'emprisonnement éternel dont nous parlions au début. Pour comprendre comment, nous devons d'abord comprendre pourquoi le voyage dans le temps ordinaire est logiquement impossible. Le paradoxe du grand-père est l'exemple le plus célèbre. Vous voyagez dans le passé et tuez votre propre grand-père avant que votre père soit né. Mais si votre grand-père est mort, votre père n'existe pas. Donc vous n'existez pas. Donc vous n'avez pas pu remonter dans le temps pour tuer votre grand-père. Donc votre grand-père vit. Donc votre père naît. Donc vous naissez. Donc vous remontez dans le temps pour tuer votre grand-père. Donc il est mort. Donc vous n'êtes pas né. On tourne en rond sans jamais pouvoir s'arrêter. Ce genre de paradoxe n'est pas qu'un jeu philosophique. Il représente une contradiction logique dans les lois fondamentales de la physique, une violation du principe de causalité, selon lequel les effets suivent toujours les causes. Dans notre univers, une cause produit un effet, cet effet ne peut pas revenir pour annuler la cause qui l'a produit. Face à ce paradoxe, le physicien russe Igor Novikov a proposé dans les années 80 ce qu'on appelle le principe de cohérence de Novikov. Son idée est élégante dans sa brutalité. Vous pouvez voyager dans le passé, mais vous ne pouvez rien y changer. Tout ce que vous faites dans le passé fait déjà partie du passé tel qu'il s'est produit. Si vous essayez de tuer votre grand-père, quelque chose vous en empêchera. Pas parce qu'une force mystérieuse interviendra, mais parce que la seule trajectoire de l'espace-temps qui soit physiquement cohérente est celle où vous échouez. La probabilité d'un événement paradoxal est exactement 0. Ce principe a une certaine élégance mathématique. Kip Thorne et ses étudiants ont montré qu'avec une bille de billard envoyée dans un trou de verre temporel de façon à revenir dans le passé et à dévier sa propre trajectoire, il existe toujours des solutions cohérentes. La bille arrive dans le passé sous un angle légèrement différent, dévie sa propre trajectoire de façon à produire exactement les conditions de son propre voyage, et tout est parfaitement cohérent. Pas de paradoxe. Mais ce principe a un coût philosophique énorme. S'il est vrai, vous n'avez aucun libre arbitre dans le passé. Vous ne pouvez que faire ce que vous avez déjà fait. Et cette vision du temps comme une structure fixe, immuable, blob de 4 dimensions où tous les événements passés, présents et futurs existent simultanément, elle est profondément contraire à notre intuition d'un futur ouvert et indéterminé. Et surtout, elle ne résout pas tous les paradoxes. Il existe ce qu'on appelle les paradoxes d'information, qui sont peut-être encore plus fondamentaux. Imaginez que vous voyagez dans le passé avec la partition d'une symphonie magnifique. Vous la donnez à un compositeur qui n'a jamais entendu cette musique. Il la joue, elle devient célèbre. Des années plus tard, vous trouvez cette partition, vous la recopiez, et vous remontez dans le passé pour la donner au compositeur. Mais qui a composé cette symphonie? Elle n'a pas d'auteur, elle vient de nulle part, elle est son propre origine. Ce genre de paradoxe est subtil mais profond. Il suggère que certaines informations, certaines structures dans notre univers pourraient exister sans jamais avoir été créées. Et si cela est possible, alors les lois fondamentales de la physique, qui supposent toujours une relation de cause à effet, seraient violées. Face à ces contradictions, les physiciens ont proposé une alternative radicale. Une alternative qui évite tous les paradoxes d'un seul coup, qui est cohérente avec les équations de la mécanique quantique et qui transforme le voyage dans le temps en quelque chose d'encore plus étrange et d'encore plus troublant que tout ce que la science-fiction avait imaginé. Cette alternative s'appelle l'interprétation des mondes multiples. Et pour la comprendre, nous devons remonter à Princeton, en 1957, dans le bureau d'un jeune doctorant nommé Hugh Everett. Hugh Everett avait 25 ans quand il a soumis sa thèse de doctorat, un texte qui allait soit révolutionner notre compréhension de la réalité, soit passer pour la fantaisie d'un étudiant brillant, mais égaré. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, cette thèse est considérée par un nombre croissant de physiciens comme l'une des idées les plus importantes du XXe siècle. Pour comprendre ce qu'Everett a proposé, nous devons d'abord comprendre ce qui, dans la mécanique quantique, a toujours mis les physiciens mal à l'aise. La mécanique quantique est la théorie la plus précise et la plus vérifiée de toute l'histoire de la physique. Elle décrit le comportement des particules subatomiques avec une exactitude qui dépasse l'entendement. Pourtant, elle contient en elle-même une anomalie que les physiciens n'ont jamais réussi à résoudre de manière satisfaisante, le problème de la mesure. Voici l'essence du problème. Selon la mécanique quantique, avant qu'une particule soit mesurée,
elle n'est pas dans un état défini. Un électron ne tourne pas dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce qu'on le mesure. Il est, simultanément, dans les deux états, dans une superposition de ces deux possibilités. Sa fonction d'onde, la description mathématique de son état, contient les deux à la fois, chacun avec une certaine probabilité. Puis vous mesurez l'électron, et soudain, la superposition s'effondre, l'électron choisit un état, et vous obtenez un résultat unique. Cette transition, de la superposition à un état défini, s'appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Or, l'effondrement pose un problème fondamental. L'équation de Schrödinger, qui décrit l'évolution du système quantique dans le temps, ne prévoit aucun effondrement. Selon cette équation, un système évolue de façon continue et déterministe. Mais quand vous mesurez, quelque chose d'abrupt se produit, quelque chose qui n'est pas dans l'équation. L'interprétation de Copenhague, qui est la réponse officielle, dit que c'est parce que l'acte de mesure est spécial qu'il introduit quelque chose de classique dans un système quantique. Mais cette réponse n'est pas vraiment satisfaisante. Où commence la mesure? Où s'arrête le quantique? Et où commence le classique? Ces questions sont restées sans réponse satisfaisante pendant des décennies. Hugues Everett a proposé une solution radicale. Et si l'équation de Schrödinger était toujours vraie, sans aucune exception? Et si l'effondrement n'existe pas? Si l'effondrement n'existe pas, qu'arrive-t-il quand vous mesurez l'électron? Selon Everett, les deux états de l'électron continuent d'exister. Simplement, le système entier, l'électron plus le détecteur plus vous qui observez, entre en superposition. Il y a une version de vous qui observe l'électron tournant dans un sens, et une autre version de vous qui observe l'électron tournant dans l'autre sens. Ces deux versions coexistent dans la fonction d'onde universelle. Et comme des mesures se produisent constamment, à chaque instant, partout dans l'univers, la fonction d'onde universelle se ramifie perpétuellement. Chaque événement quantique produit de nouvelles branches. Chaque interaction entre particules, chaque mesure, chaque observation, chaque décision au niveau quantique crée une nouvelle branche de la réalité. Imaginez un arbre gigantesque dont les branches se divisent sans cesse, de façon exponentielle à chaque instant. Chaque branche est un monde complet, cohérent en lui-même, dans lequel tout ce qui se passe est parfaitement logique et consistant. Les habitants de chaque branche ne voient que leur branche. Ils ne perçoivent pas les autres. Pour eux, l'électron a un état défini. Pour eux, la mesure a produit un résultat unique. Ils ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes dupliqués, divisés, démultipliés en d'innombrables copies, vivant dans d'innombrables branches. C'est l'interprétation des mondes multiples. Et elle est à la fois troublante et mathématiquement cohérente. Bryce DeWitt, l'un des physiciens qui a popularisé le travail d'Everett dans les années 70, a exprimé avec une franchise désarmante le vertige de cette vision. Chaque fois qu'un processus quantique se produit, l'univers se divise en autant de copies qu'il y a de résultats possibles. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, des milliards de copies de vous sont créées, chacune dans un univers légèrement différent, chacune commençant à vivre une trajectoire qui n'est plus la vôtre. Mais voici ce que l'interprétation des mondes multiples nous dit sur ces branches. Elles ne communiquent pas entre elles. Une fois qu'une branche existe, elle existe de façon indépendante. Il n'y a aucun mécanisme par lequel les habitants d'une branche pourraient percevoir ou interagir avec les habitants d'une autre branche. Et c'est exactement là que le voyage dans le temps devient un piège irréversible. Dans l'interprétation des mondes multiples, que se passe-t-il quand vous remontez dans le temps? Le principe de Novikov n'a plus à s'appliquer. Vous n'avez pas à respecter la cohérence de l'unique ligne temporelle, parce qu'il n'y a pas d'unique ligne temporelle. Il y a un arbre de réalités divergentes. Quand votre machine à voyager dans le temps vous projette 20 ans en arrière, vous n'arrivez pas dans le passé de votre univers d'origine. Vous arrivez dans un univers où les conditions initiales correspondent à ce que votre univers était il y a 20 ans, mais qui est fondamentalement une branche différente. Une branche qui se crée au moment de votre arrivée, ou plus précisément, qui se sépare de l'arbre principal au moment de votre arrivée, en réponse à votre intrusion quantique dans ce passé. Pourquoi cette branche est-elle nécessairement différente? Parce que l'acte même de votre voyage est un événement quantique. Votre présence dans ce passé modifie les conditions initiales de cette branche. Même si vous n'agissez pas, même si vous vous asseyez dans un coin et ne dites rien à personne, votre corps contient des milliards de particules dont les états quantiques interagissent avec l'environnement. Ces interactions produisent de la décohérence quantique. Elles propagent des corrélations quantiques dans cet univers. Dès l'instant de votre arrivée, cet univers devient différent. C'est subtil, mais c'est fondamental. Vous n'êtes pas dans votre passé. Vous êtes dans le passé d'un univers parallèle, un univers qui est en train de diverger irrémédiablement du vôtre. Et maintenant, voici où l'entropie refait surface avec toute sa force. Dans votre univers d'origine,
Vous avez quitté un état de haute entropie pour arriver dans un état de plus basse entropie. Non seulement vous avez voyagé dans le temps, mais vous avez fait quelque chose de thermodynamiquement extraordinaire. Vous avez apporté de l'information du futur dans le passé. C'est-à-dire que vous avez imposé à ce passé une connaissance de la configuration future, une connaissance qui représente un état de l'information du cosmos qui n'existait pas encore dans cette branche. Pensez-y ainsi. Votre mémoire est une trace du passé. Elle encode des informations sur des états de faible entropie antérieure. Mais dans la nouvelle branche, ces informations que vous portez, ces souvenirs de votre futur, ne correspondent à rien dans cette réalité. Ils sont des données orphelines, des empreintes d'une configuration qui n'a jamais existé dans ce monde. En apportant cette information, vous introduisez dans ce monde une anomalie thermodynamique profonde, une concentration d'informations qui va à contre-courant de la flèche du temps local. Cette branche a sa propre flèche du temps, sa propre entropie qui croît depuis son propre début. Et votre arrivée dans son passé ne peut pas renverser cette flèche. Elle peut la compliquer, elle peut créer des vortex locaux dans le flux d'informations. Mais l'entropie de cette branche continue d'augmenter, imperturbablement, vers son propre futur. Et votre univers d'origine, lui, continue son propre chemin, sans vous. Votre départ a lui-même été un événement à haute entropie, créant des traces irréversibles. Votre absence a des conséquences. La branche que vous avez quittée continue d'évoluer, de complexifier, d'augmenter en entropie. Elle ne vous attend pas. Elle ne conserve pas une case vide où vous pourriez revenir. Mais peut-être pensez-vous, d'accord, je suis dans une nouvelle branche, mais je peux construire une autre machine à voyager dans le temps, repartir en arrière, et cette fois, remonter jusqu'au moment exact où j'ai effectué mon premier voyage, et retrouver mon univers d'origine. Ce raisonnement semble logique, il est pourtant parfaitement impossible. Et pour comprendre pourquoi, nous devons plonger dans le mécanisme fondamental par lequel les branches de l'interprétation des mondes multiples acquièrent leur indépendance irréversible. Ce mécanisme s'appelle la décohérence quantique, et c'est sans doute le phénomène le plus important que vous n'ayez jamais entendu. La décohérence quantique est le processus par lequel un système quantique en superposition perd sa cohérence au contact de l'environnement. C'est le mécanisme fondamental par lequel le monde quantique, flou, superposé, indéterminé, donne naissance au monde classique, solide, défini, déterminé que nous habitons. Voici comment elle fonctionne. Un électron dans une superposition de deux états est décrit mathématiquement par une fonction d'onde qui contient les deux états simultanément avec une relation de phase précise entre eux. Ces deux états peuvent interférer entre eux, comme deux vagues sur l'eau peuvent se renforcer ou s'annuler. C'est cette interférence qui produit les phénomènes quantiques étranges, comme les franges d'interférence dans la double fente de Young. Mais l'électron n'est jamais seul. Il interagit constamment avec son environnement. Des photons, d'autres électrons, des champs électromagnétiques, des vibrations thermiques. Chacune de ces interactions couple l'état de l'électron à l'état de l'environnement. Le résultat est que l'information sur l'état de l'électron se propage, se dissout, se dilue dans l'environnement. La relation de phase entre les deux états de la superposition devient inextricablement mélangée avec l'état de milliards de particules environnantes. Une fois que cette dilution s'est produite, récupérer la relation de phase originale, c'est-à-dire faire recoïncider les deux branches de l'univers, demanderait de contrôler et d'inverser simultanément l'état de chacune de ces milliards de particules environnantes. En pratique, c'est comme essayer de désembrouiller parfaitement une omelette et de reconstituer l'œuf intact. Pas interdit par les lois de la physique au sens strict, mais d'une improbabilité si absolue qu'elle est équivalente à une impossibilité. Pensez à ce qui se passe dans un ordinateur quantique. Pour qu'un ordinateur quantique fonctionne, il faut maintenir les qubits en superposition, protégés de toute interaction avec l'environnement. Les ingénieurs déploient des efforts titanesques pour isoler ces qubits du monde extérieur, les refroidir à des températures proches du zéro absolu, les protéger de chaque photon parasite, de chaque vibration mécanique. Et malgré tous ces efforts, les qubits perdent leur cohérence en quelques millisecondes, parfois en quelques microsecondes. Dans les conditions normales, à température ambiante, la décohérence d'un objet macroscopique se produit en un temps si court qu'il est bien en dessous de la limite de ce que nous pouvons mesurer. Un objet de la taille d'une balle de tennis, dans l'air ambiant, perd toute trace de superposition quantique en une fraction d'une fraction de seconde. Un temps tellement court que même si nous avions les instruments les plus sensibles du monde, nous ne pourrions pas le détecter. Et vous, avec votre corps de 70 kg, composé de milliards de milliards de milliards d'atomes, interagissant en permanence avec l'air, la lumière, le sol, les champs électromagnétiques, votre décohérence est instantanée à toute échelle pratique.
Dès l'instant de votre arrivée dans la nouvelle branche, vous avez laissé des traces partout. Votre présence a modifié l'état de chaque particule que vous avez touchée, de chaque photon qui vous a frappé, de chaque molécule d'air que vous avez respirée. Ces modifications se sont propagées en ondes concentriques à travers tout l'univers de cette branche, à une vitesse que rien ne peut arrêter. PBS, Space-Time, la chaîne scientifique de PBS, l'a exprimé avec une clarté parfaite. Si la décohérence se produit, les branches séparées sont perdues l'une pour l'autre pour toujours. Elles ne peuvent plus interférer, elles ne peuvent plus se rejoindre. La cohérence des branches de la fonction d'onde est la condition absolue pour que ces branches puissent se recombiner. Une fois la décohérence produite, cette condition n'est plus satisfaisable. Votre univers d'origine et la branche dans laquelle vous avez sauté sont maintenant dans deux secteurs séparés de l'espace des phases de la fonction d'onde universelle. Ces secteurs ne se croisent plus. Ils ne se croiseront plus jamais. Vous pouvez construire autant de machines à voyager dans le temps que vous voulez, repartir dans n'importe quel passé, créer autant de branches nouvelles que vous voudrez, aucune de ces branches ne sera votre univers d'origine. Chacun de vos sauts vous éloignera un peu plus de chez vous, dans un réseau de réalités parallèles qui divergent toutes de votre point de départ sans jamais y revenir. Ce n'est pas un argument philosophique, c'est une conséquence directe des lois les plus fondamentales de la mécanique quantique. Et pourtant, il y a une question encore plus profonde que nous n'avons pas encore posée. Pourquoi y a-t-il des branches du tout ? Pourquoi l'univers se divise-t-il plutôt que de rester un ? Pourquoi la décohérence produit-elle des branches irréversibles plutôt que de laisser la fonction d'onde rester cohérente ? La réponse à cette question ramène directement à l'entropie. La décohérence est fondamentalement un processus thermodynamique. Quand un système quantique en superposition interagit avec son environnement et perd sa cohérence, cette perte de cohérence correspond à une augmentation de l'entropie. L'information sur la superposition, qui était concentrée dans les relations de phase entre les états du système, se dilue dans les corrélations avec l'environnement. Ces corrélations s'étendent, se propagent, se démultiplient. De l'information ordonnée devient de l'information désordonnée. C'est exactement la définition de l'augmentation d'entropie. Et la flèche du temps thermodynamique, la direction dans laquelle l'entropie augmente, est la même flèche que la flèche de la décohérence, la direction dans laquelle les branches deviennent irrécupérables. Ces deux flèches sont la même flèche. Cela signifie que l'impossibilité de revenir dans votre univers d'origine après un voyage dans le temps n'est pas deux problèmes séparés, l'un thermodynamique, l'autre quantique. C'est un seul et même problème, vu sous deux angles différents. Le voyage dans le temps crée de l'entropie. L'entropie rend la décohérence irréversible. La décohérence irréversible scelle les branches. Les branches scellées condamnent le voyageur. Il est fascinant de voir comment ces deux piliers de la physique moderne, la thermodynamie du 19e siècle et la mécanique quantique du 20e siècle, développés indépendamment pour répondre à des questions complètement différentes, convergent vers la même conclusion. Mais il y a encore une dimension de cette histoire que nous n'avons pas explorée. Une dimension qui nous ramène à l'origine de tout, au moment où le temps lui-même a commencé. Une dimension qui révèle pourquoi le passé n'est pas seulement inaccessible à cause de l'entropie actuelle, mais parce que l'entropie de l'univers tout entier est structurée d'une façon qui rend le passé fondamentalement et irrécupérablement différent du futur. Pour comprendre cela, nous devons retourner au commencement. L'univers a commencé il y a environ 14 milliards d'années, dans un état que les physiciens appellent le Big Bang. Mais ce nom, aussi dramatique qu'il soit, masque quelque chose d'encore plus stupéfiant que l'explosion elle-même. Ce qui est vraiment extraordinaire dans le Big Bang, ce n'est pas qu'il ait eu lieu, c'est dans quel état il a eu lieu. Roger Penrose, l'un des mathématiciens et physiciens les plus brillants du XXe siècle, a passé des décennies à réfléchir à cette question, et sa réponse est vertigineuse. L'univers, au moment du Big Bang, était dans un état d'entropie extraordinairement basse, un état d'ordre extrême. Un état tellement improbable que Penrose a calculé sa probabilité, et il a obtenu un nombre qui défie toute description. Imaginez un nombre suivi de tellement de zéros que si vous passiez votre vie entière à les écrire, 1 par seconde, sans jamais dormir, vous n'en viendriez jamais à bout. Même en vivant 1000 vies, l'ordre initial du Big Bang est l'état le plus improbable que nous puissions concevoir. Et pourtant, c'est exactement l'état dans lequel notre univers a commencé. Pourquoi est-ce si important pour notre question du voyage dans le temps ? Parce que la flèche du temps, cette direction dans laquelle l'entropie augmente, n'est pas une propriété locale. Elle ne vient pas de l'intérieur de chaque processus physique. Elle vient de là, du Big Bang. C'est le fait que l'univers a commencé dans cet état d'entropie extraordinairement basse qui explique pourquoi l'entropie augmente depuis lors. L'univers est comme une bille placée au sommet d'une colline. Il roule inexorablement vers le bas, vers les états de plus en plus haute entropie,
parce qu'il a commencé tout en haut. Sean Carroll, cosmologiste et expert mondial sur la flèche du temps, l'exprime directement. La source ultime de l'ordre, de la faible entropie, doit être le Big Bang lui-même. Tout ce que nous voyons autour de nous, chaque structure ordonnée, chaque étoile, chaque planète, chaque être vivant, chaque pensée, est une fleur épanouie sur la tige de cette entropie initiale extraordinairement basse. Nous existons parce que l'univers a commencé dans un état improbable et qu'il se dirige vers un état probable. Nous sommes des structures d'ordre temporaire dans un univers qui marche vers le désordre total. Et c'est une information cruciale pour notre voyageur dans le temps. Parce que si la flèche du temps est une propriété cosmologique, héritée des conditions initiales du Big Bang, alors remonter dans le temps ne signifie pas seulement remonter vers des états de plus faible entropie localement. Cela signifie aller à contre-courant du flux cosmologique dans son ensemble. Un contre-courant qui n'est pas seulement difficile à remonter, il est structurellement impossible, parce que le courant lui-même n'est pas une chose qui existe indépendamment de la structure de l'espace-temps. Il est la structure de l'espace-temps. Pensez à ce qui se passe dans l'univers à grande échelle. Les étoiles brillent parce qu'elles brûlent de l'hydrogène, un combustible propre et ordonné hérité du Big Bang, pour produire de la chaleur, de la lumière et des éléments lourds. Ce processus est irréversible. Une étoile ne peut pas se débrûler, reprendre sa chaleur rayonnée dans l'espace et reconstituer l'hydrogène qu'elle a consumé. Les nébuleuses se condensent en étoiles. Les étoiles explosent en supernovae, elles dispersent des métaux dans l'espace. Ces métaux forment de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, des océans, des molécules, des êtres vivants. Tout cela est une chaîne causale d'entropie croissante. Chaque maillon plus complexe et plus désordonné que le précédent en termes globaux, même si localement, il peut sembler plus ordonné. Et au bout de cette chaîne, là où elle finit par aboutir dans un futur qui nous dépasse en durée d'une façon que nous ne pouvons même pas imaginer, il y a ce que les physiciens appellent la mort thermique de l'univers. La mort thermique est l'état final auquel l'univers est destiné si son expansion continue indéfiniment. Imaginez l'univers dans des centaines de milliers de milliards d'années. Toutes les étoiles se sont éteintes, ayant épuisé leur combustible. Les naines blanches, les étoiles à neutrons, les trous noirs ont consommé les restes de la matière ordinaire. Puis les trous noirs eux-mêmes se sont évaporés lentement par le rayonnement de Hawking, émettant leur masse sous forme de photons de très basse énergie. Tout ce qui reste dans l'univers, c'est un brouillard ténu de particules subatomiques et de photons dispersés uniformément dans un espace en expansion continue. Aucune différence de température, aucun gradient d'énergie, aucune structure, aucun processus. Un équilibre thermodynamique parfait, total, absolu. Un état de maximum d'entropie. Un état où rien n'arrive parce que rien ne peut arriver. Un état où la notion même de temps perd son sens, parce que le temps n'est significatif que là où des processus se déroulent. Et dans un univers à l'équilibre, aucun processus ne se déroule. Pensez-y une seconde. La mort thermique signifie que le temps s'arrête. Pas parce que le temps cesse d'exister au sens abstrait, mais parce que sans processus, sans changement, sans entropie croissante, il n'y a rien qui puisse définir une direction du temps. Il n'y a rien qui puisse distinguer avant et après. C'est une extinction silencieuse, sans explosion, sans drame. Juste la dissolution progressive de toutes les différences, dans une grisaille uniforme et parfaite. Voilà la perspective cosmique dans laquelle s'inscrit notre question sur le voyage dans le temps. Nous vivons dans un univers qui a commencé dans un état d'ordre improbable et qui se dirige vers un état de désordre total. La flèche du temps n'est pas une convention, pas une illusion. C'est une réalité cosmologique, inscrite dans la structure même de l'espace-temps depuis le Big Bang. Et dans cet univers, un voyageur dans le temps qui voudrait remonter vers le passé, voudrait remonter vers les états de plus basse entropie, à contre-courant de tout. Mais maintenant, posons-nous une question que personne ne pose jamais dans les discussions populaires sur le voyage dans le temps. Imaginons, pour l'exercice, que le voyage soit possible, que la machine fonctionne, que vous arrivez dans ce passé. Que se passe-t-il concrètement, moment par moment, pour vous, le voyageur ? Votre corps arrive dans ce passé à basse entropie. Votre corps est un système thermodynamique complexe. Vous produisez de la chaleur, vous respirez, vos neurones transmettent des signaux électriques, vos cellules consomment des molécules d'adénosine triphosphate pour maintenir leur fonction. Chacun de ces processus produit de l'entropie. Votre simple existence, votre simple présence dans ce passé y introduit un flux continu d'entropie. La chaleur de votre corps se dissipe dans l'air autour de vous. Les photons réfléchis par votre peau se propagent dans toutes les directions. Les sons de vos pas, de votre respiration, de votre voix se propagent en ondes dans l'air. Chaque molécule d'air que vous inspirez et expirez est modifiée par ces interactions avec votre corps.
Les bactéries et les cellules mortes que vous laissez partout où vous passez colonisent ce passé à basse entropie avec des informations venues du futur. Et toutes ces modifications, aussi infimes soient-elles, ont des conséquences. Car c'est précisément ce qu'est le chaos déterministe. Un battement d'aile d'un papillon peut, théoriquement, modifier la trajectoire d'un ouragan. Un photon dévié d'une fraction de degré peut, sur une longue trajectoire, aboutir dans un endroit complètement différent. Les systèmes complexes amplifient les petites perturbations initiales de façon exponentielle. Votre présence dans le passé, même si vous restez assis dans un coin sans parler à personne, même si vous essayez d'avoir l'empreinte la plus légère possible, introduit des perturbations initiales dans un système chaotique qui les amplifiera inexorablement. Au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, la trajectoire de ce passé aura divergé irrémédiablement de la trajectoire de votre passé d'origine. Ce n'est plus votre passé, c'est un autre passé, de plus en plus différent, de plus en plus étranger, qui diverge vers un futur qui ne sera jamais le vôtre. C'est une deuxième façon de comprendre pourquoi vous ne pouvez pas revenir. Non seulement votre univers d'origine continue d'exister sans vous, dans sa propre branche, mais la branche dans laquelle vous vous trouvez n'est plus, au bout d'un certain temps, même une approximation de votre passé d'origine. C'est un monde inconnu, un monde dans lequel vous n'avez pas vécu, que vous ne reconnaissez pas, dont les habitants ont fait des choix différents parce que votre présence silencieuse a quand même tout changé. C'est une vérité que la fiction a saisie bien avant que la physique la formalise. Nous y reviendrons. Il est également important de comprendre quelque chose sur la mémoire et l'identité du voyageur. Votre identité, votre sentiment d'être vous, de vous souvenir de votre vie, de savoir d'où vous venez, tout cela est encodé dans les connexions neuronales de votre cerveau. Ces connexions neuronales sont elles-mêmes le produit de l'histoire thermodynamique de votre corps. Les expériences que vous avez vécues ont produit des modifications chimiques dans vos synapses, des changements dans l'expression de vos gènes, des cicatrices physiques dans votre tissu neural. Quand vous arrivez dans le passé, vous apportez avec vous toutes ces traces du futur. Votre cerveau contient des souvenirs d'événements qui, dans cette nouvelle branche, n'ont pas encore eu lieu. Votre corps porte des marques d'expériences que ce monde n'a pas encore vécues. Vous êtes, littéralement, une encyclopédie du futur marchant dans le passé. Une bibliothèque d'états de haute entropie dans un monde de basse entropie. Et cette asymétrie informationnelle est irréductible. Vous ne pouvez pas effacer vos souvenirs pour vous fondre dans le passé. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez. Vos souvenirs sont physiquement gravés dans votre cerveau. Ils font partie de votre entropie personnelle. Et cette entropie personnelle que vous portez ne peut pas être diminuée sans violer le deuxième principe. Vous êtes condamné à rester vous-même, porteur de votre histoire personnelle venue du futur, dans un monde qui n'a pas encore vécu cette histoire. Et cela crée une discontinuité fondamentale entre vous et votre environnement. Une discontinuité qui ne peut pas être résolue. Une blessure dans le tissu de la causalité que rien ne peut fermer. Il y a une chose fascinante que l'on réalise en poussant cette réflexion encore plus loin. Nous avons parlé de l'entropie comme d'un phénomène externe, une propriété de l'univers autour du voyageur. Mais il faut regarder l'entropie du voyageur lui-même. Et là, quelque chose de très particulier se révèle. Un être humain adulte est un système d'une complexité thermodynamique stupéfiante. Votre cerveau seul consomme à chaque instant une quantité d'énergie comparable à une ampoule électrique allumée en permanence. Cette énergie ne disparaît pas. Elle se dissipe sous forme de chaleur, de signaux électriques, de molécules libérées dans votre sang et dans l'air. Chaque seconde de votre existence vivante est une seconde d'entropie produite à grande échelle. Vos quelques dizaines de milliers de milliards de cellules consomment des nutriments et produisent des déchets. Vos neurones transmettent des signaux le long de fibres enrobées de myéline en pompant des ions à travers leurs membranes dans un processus qui dissipe de l'énergie à chaque impulsion. Votre corps maintient sa température interne constante, ce qui signifie qu'il rayonne en permanence de la chaleur vers l'environnement plus froid. Vos poumons échangent des molécules d'oxygène et de dioxyde de carbone avec l'air environnant, introduisant des marqueurs chimiques venus de votre métabolisme dans l'atmosphère locale. Maintenant, imaginez tout cela se produisant dans un passé à basse entropie. Votre simple présence pendant 1 heure dans un lieu du passé équivaut à introduire dans cet environnement une quantité d'entropie qui prendra des décennies à se diluer dans les processus normaux de ce monde. Les molécules que vous expirez dérivent dans l'atmosphère. Les bactéries de votre microbiome, qui sont des êtres vivants à part entière portant votre ADN et votre histoire évolutive, se dispersent dans votre environnement immédiat. La chaleur de votre corps réchauffe légèrement l'air autour de vous, créant des courants de convection imperceptibles mais réels.
Les photons que vous absorbez et réémettez modifient les trajectoires de milliards d'autres photons dans toutes les directions. Chacun de ces processus est une modification infime des conditions initiales du passé. Et dans un système aussi complexe et aussi interconnecté que la biosphère terrestre, les conditions initiales comptent de façon exponentielle. C'est ce que les mathématiciens appellent la sensibilité aux conditions initiales. Et c'est la définition même du chaos déterministe. Un système peut être parfaitement déterministe, chaque particule suivant des lois précises, et pourtant, deux états initiaux infiniment proches divergent de façon exponentielle au cours du temps, jusqu'à devenir complètement différents. Votre présence dans le passé, même immobile, même silencieuse, même avec la meilleure volonté du monde de ne rien changer, est une perturbation des conditions initiales de ce passé. Et cette perturbation se propage, se ramifie, s'amplifie à travers tous les systèmes chaotiques qui constituent la vie, l'atmosphère, les océans, les écosystèmes. Au bout de quelques semaines, la trajectoire de ce passé a déjà divergé irréversiblement de la trajectoire de votre passé d'origine. Ce n'est plus votre passé, c'est un autre monde, de plus en plus étranger, s'éloignant vers un futur qui ne sera jamais le vôtre. Et pendant ce temps, votre propre entropie continue d'augmenter. Vous vieillissez dans ce passé, vos cellules se divisent, accumulent des erreurs de réplication, vieillissent. Vos souvenirs s'accumulent, vos connexions neuronales évoluent, votre corps change. Vous devenez, lentement mais inéluctablement, une créature de cette branche, formée par ses expériences, façonnée par son entropie. La distance entre vous et votre branche d'origine grandit non seulement dans le monde extérieur, mais à l'intérieur même de votre corps et de votre esprit. C'est la dimension la plus personnelle, la plus intime du piège. Il ne vous emprisonne pas seulement dans un univers parallèle, il vous transforme. Il fait de vous quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est plus tout à fait la même personne que celle qui a appuyé sur le bouton de la machine. L'entropie ne choisit pas. Elle érode tout, y compris l'identité du voyageur lui-même. Il existe un autre angle d'approche que nous n'avons pas encore pleinement exploré, et qui concerne la relation entre l'information et l'entropie. Cette relation est au cœur de l'une des idées les plus profondes de la physique du XXe siècle. Une idée développée par Claude Shannon en 1948 dans le cadre de la théorie de l'information. Shannon a montré que l'entropie thermodynamique et l'entropie informationnelle sont fondamentalement la même chose. L'entropie d'un système physique mesure le nombre de configurations microscopiques compatibles avec ses propriétés macroscopiques observées. L'entropie informationnelle mesure l'incertitude sur l'état d'un système d'information. Ces deux mesures sont mathématiquement identiques à une constante près. Ce lien profond signifie que quand nous parlons de l'entropie croissante de l'univers, nous parlons aussi d'une augmentation de l'incertitude, d'une perte d'informations sur les états microscopiques passés. L'univers oublie son propre passé, en quelque sorte. Plus le temps passe, plus les traces des états passés deviennent difficiles à reconstituer, parce que ces traces se mélangent, se dégradent, s'entremêlent avec d'autres informations. Imaginez une bibliothèque dont toutes les pages seraient faites d'encre soluble dans l'eau. Quand il pleut, l'encre se dilue, les lettres se brouillent, les mots deviennent illisibles, les phrases se fondent les unes dans les autres. Au bout de quelques averses, il ne reste plus qu'une soupe uniforme d'encre diluée dans du papier mouillé. Vous savez qu'il y avait des livres, vous pouvez voir qu'il restait des fibres de papier, mais vous ne pouvez plus lire un seul mot. L'information est perdue, irrémédiablement. C'est ce que l'entropie croissante fait à l'information sur le passé. Or, un voyage dans le temps serait fondamentalement une récupération d'informations sur le passé, une reconstruction d'un état passé à partir d'un état présent. Et la thermodynamique nous dit qu'une telle récupération est impossible sans un apport d'énergie et d'information venu de l'extérieur du système, sans une diminution d'entropie quelque part. Où cet apport viendrait-il ? Pas de l'intérieur de notre univers, qui est un système fermé à grande échelle. Peut-être d'une énergie externe, d'un apport du vide quantique, d'une ingénierie de l'espace-temps de type trou de verre. Mais même ces solutions exotiques ne font que déplacer le problème thermodynamique ailleurs. Elles ne le suppriment pas, elles le transfèrent dans une autre partie du système, en augmentant l'entropie ailleurs pour diminuer l'entropie localement. Le bilan global de l'univers reste positif. Il doit toujours rester positif. Et dans le cadre de la mécanique quantique, cette perte d'information est encore plus profonde. Quand deux systèmes quantiques interagissent, ils s'enchevêtrent. Leurs états deviennent corrélés de façon quantique. Pour défaire cet enchevêtrement, il faudrait une opération unitaire inverse, une opération qui inverserait exactement l'interaction. Mais une telle opération est impossible dans la pratique, à l'échelle macroscopique, précisément à cause de la décohérence et de l'entropie croissante.
L'enchevêtrement se dilue dans l'environnement, tout comme l'encre dans l'eau, et une fois dilué, il est perdu pour de bon. Ce lien entre information et entropie a une conséquence pratique que nous ressentons tous les jours sans y penser. Pourquoi vous souvenez-vous du passé, mais pas du futur ? Parce que les souvenirs sont des traces du passé encodées dans votre cerveau. Et ces traces existent précisément parce que les processus passés ont laissé des marques dans votre tissu neural. Le passé laisse des empreintes, parce que les processus irréversibles propagent de l'information dans les systèmes qui les entourent. Le futur ne laisse pas d'empreintes, parce que les processus futurs ne se sont pas encore produits. Ils n'ont pas encore eu la chance de modifier votre cerveau. Votre mémoire est, littéralement, une archive de l'entropie passée. Chaque souvenir est une trace physique d'un événement irréversible. Et c'est pourquoi la mémoire pointe vers le passé et jamais vers le futur. Parce que la flèche de la mémoire est la flèche de l'entropie. Il y a une ironie magnifique dans tout cela. Le deuxième principe de la thermodynamique, formulé au milieu du 19e siècle dans le contexte des machines à vapeur, pour comprendre pourquoi les moteurs ne pouvaient pas être parfaitement efficaces, s'avère être l'une des lois les plus universelles de toute la physique. Il gouverne non seulement les machines et les réacteurs chimiques, mais les étoiles, les galaxies, l'univers entier, et même la structure de la réalité quantique. Il est l'un des rares principes qui résistent à toutes les révolutions théoriques, parce qu'il émerge non pas d'une équation particulière, mais de la pure logique du nombre. Comment la science-fiction a-t-elle capturé tout cela ? Avec une précision variable et souvent révélatrice de nos intuitions profondes. Les grandes œuvres qui traitent du voyage dans le temps se répartissent en deux grandes familles qui correspondent exactement aux deux grandes approches théoriques. Et la façon dont elles traitent le retour du voyageur révèle quelque chose d'important sur notre psychologie collective. Nous voulons désespérément croire que l'on peut rentrer à la maison. Cette aspiration profonde au retour, ce désir que le passé soit un endroit que l'on peut visiter et quitter à volonté, révèle quelque chose de fondamental sur notre rapport au temps. Nous vivons avec des regrets. Nous voudrions revenir sur des décisions, retrouver des gens que nous avons perdus, revivre des instants que nous n'avons pas su apprécier. Le voyage dans le temps, dans la fiction, est une réponse à cette angoisse humaine universelle. C'est la promesse que les pertes ne sont pas définitives, que les erreurs sont corrigibles, que l'on peut recommencer. La physique nous dit que cette promesse est fausse. Pas cruelle, pas nihiliste, mais fausse. Ce n'est pas que l'univers soit indifférent à notre nostalgie, c'est que la nostalgie elle-même est une conséquence de la structure thermodynamique du monde. Nous nous souvenons du passé, précisément parce qu'il ne peut pas revenir. Nos souvenirs sont des traces d'états qui ne se reproduiront jamais exactement. Et c'est peut-être là que réside leur valeur, non pas malgré leur impermanence, mais à cause d'elle. La première famille fictionnelle, celle des lignes temporelles uniques et immuables, reprend la logique du principe de Novikov. Dans Dark, la série allemande de Netflix, tout ce qui se passe s'est toujours passé. Le nœud du temps est inextricable précisément parce que tout est déjà noué. Vous ne pouvez rien changer parce que vous faites déjà partie du passé tel qu'il a eu lieu. C'est vertigineux, mais thermodynamiquement cohérent. Pas d'anomalie anthropique parce que tout est prédéterminé dans une boucle causale fermée. La deuxième famille, celle des branches parallèles, est représentée par Avengers Endgame, dont les scénaristes ont explicitement revendiqué l'ancrage dans l'interprétation des mondes multiples. Quand les héros retournent dans le passé pour récupérer les pierres de l'infini, ils créent des lignes temporelles alternatives. Ils ne sont pas dans leur propre passé. Ce que le film ne montre pas, c'est l'impossibilité de leur retour à l'identique. Dans la physique réelle de la MWI, leur retour les amène dans une branche qui a divergé au moment de leur départ. Ils s'en rendent peut-être pas compte. Personne ne s'en rend compte. C'est l'une des propriétés les plus troublantes de la prison quantique. Elle est invisible depuis l'intérieur. Le prisonnier ne voit pas les barreaux. Cohérence. Le film de James Ward Burkitt sorti en 2013 capture mieux que tout autre l'angoisse réelle de cette situation. Un groupe de voisins se retrouve multiplié en copies légèrement différentes lors d'une soirée perturbée par le passage d'une comète. Chaque copie est piégée dans sa version légèrement différente de la réalité. Les personnages comprennent progressivement qu'il n'existe pas de version canonique à laquelle revenir. Chaque déplacement d'une branche à l'autre les éloigne définitivement de leur point de départ. C'est une métaphore de la décohérence et du branchement quantique, rendu viscéral à l'échelle humaine. Et puis il y a Le son du tonnerre de Ray Bradbury, publié en 1952, qui capture avec une précision remarquable la sensibilité aux conditions initiales. Un chasseur voyage dans le passé, mais écrase accidentellement un papillon. Quand il revient dans son présent, tout a changé, de façon subtile mais irrémédiable.
Un papillon mort a eu des conséquences qui ont traversé tout le temps pour remodeler le présent. Bradbury écrivait de la science-fiction, pas de la physique, mais il a saisi intuitivement quelque chose de profondément vrai sur les systèmes chaotiques et la propagation des perturbations initiales dans un monde à entropie croissante. Mais peut-être la question qui se pose maintenant est la suivante. Est-ce que tout cela est définitif ? La physique peut-elle évoluer ? Pouvons-nous imaginer une théorie future qui contournerait ces verrous ? C'est une question légitime, et elle mérite une réponse honnête. La physique a été révolutionnée plusieurs fois dans l'histoire. La mécanique newtonienne, qui semblait absolue pendant 2 siècles, a été englobée par la relativité d'Einstein. La physique classique, qui paraissait complète à la fin du 19e siècle, a été brisée par la mécanique quantique. Peut-être que dans 200 ans, les physiciens riront de nos certitudes actuelles sur l'entropie et la décohérence. Mais voici ce qui distingue le deuxième principe de la thermodynamique des autres lois qui ont été dépassées. Il n'est pas une loi fondamentale au sens habituel. Ce n'est pas une équation gravée dans la structure mathématique de l'espace-temps. C'est une loi statistique, qui émerge du comportement de grands ensembles de particules. Et des lois statistiques qui s'appliquent à des systèmes contenant des nombres de particules aussi astronomiques que ceux que nous manipulons ne s'inversent pas. Elles ne se contournent pas. Elles ne disparaissent pas quand on change de théorie fondamentale. Parce qu'elles ne dépendent pas d'une théorie fondamentale particulière. Elles dépendent du nombre. C'est la raison pour laquelle, même dans une théorie quantique de la gravité, même dans un cadre théorique qui réconcilierait la relativité générale et la mécanique quantique, le deuxième principe resterait valide à toutes les échelles macroscopiques qui nous concernent. La flèche du temps est une propriété émergente de la matière en grande quantité, et elle restera une propriété émergente quelle que soit la théorie sous-jacente. Ce que nous pouvons affirmer avec confiance est donc ceci. Dans le cadre de la physique que nous connaissons, une physique extraordinairement précise, vérifiée dans des conditions extrêmes, le voyage dans le temps vers le passé est soit impossible, soit, s'il est possible, il mène à une prison irréversible dont aucune force connue ne peut extraire le voyageur. Il n'existe pas de version du voyage dans le temps qui soit à la fois cohérente avec nos lois physiques et qui permette un retour propre vers un point de départ intact. Le temps lui-même n'est pas une structure neutre dans laquelle les événements se déroulent. C'est une propriété de la matière en mouvement vers l'équilibre, héritée d'un Big Bang improbablement ordonné qui s'éteindra quand l'univers aura atteint son équilibre final. Nous sommes des structures d'ordre temporaire dans cet intervalle. Nos corps, nos pensées, nos souvenirs sont tous des processus thermodynamiques, tous des produits de la flèche du temps. Nous existons précisément parce que l'univers n'est pas encore mort. C'est pour cela que le voyageur dans le temps, qui croit pouvoir rentrer chez lui, se trompe sur la nature même de ce qu'il cherche. Il cherche un état, et les états ne s'attendent pas. Ils se succèdent, sans retour possible, emportés par la même flèche qui a fait de lui ce qu'il est. Si cette exploration vous a donné envie d'aller plus loin dans les mystères de la physique quantique, de la thermodynamique et de la nature du temps, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur cette vidéo. Chaque soutien nous permet de continuer à creuser les questions les plus profondes de la science pour vous les rendre accessibles.